L'enregistrement de cette conférence doit débuter au top numéro 1. Repérez sur le cadran le numéro 321. Un peu elle-même, et tout ça, ça se place dans des cadres inconscients tout à fait importants, et qui fait que dans les journaux de chirurgie plastique, vous voyez presque tous les mois, il y a un article d'un Chinois qui explique comment on fait l'œil européen avec un œil chinois, et un article d'un Américain qui explique comment on fait l'œil chinois à une européenne. Alors vous voyez, c'est pas difficile, on veut toujours, c'est cette recherche de quelque chose d'autre, de quelque chose qui est différent de nous et continuellement à notre esprit. Et tout ça, à mon avis, ou de l'avis des psychologues, des gens qui ont étudié la question, dans un cadre qui est extrêmement en rapport avec la vie sexuelle et la recherche de sentiments en rapport avec la vie reproductive et des phénomènes d'interdit qui s'y attachent. D'ailleurs, il faut bien le dire, cette notion que nous sommes nous-mêmes et une autre se sent particulièrement dans la femme qui vieillit. Mais ça, j'ai cette expérience d'une façon absolument décisive. J'en suis absolument sûr. Je prends une personne d'un certain âge et méchamment, je la photographie avant l'opération. Je le fais parce que quand elle est couchée, on ne voit plus les défauts, que d'autre part, il est intéressant d'étudier les gens avant pour voir un peu comment on va mener son opération, puisque ça tout le monde pas pareil. Ça permet de préciser des idées, et aussi, comme disait Mme Gatouche, d'avoir un document qui tout de même est difficile à discuter. Bon. La personne est très gentille, elle est très sympathique, elle se laisse opérer gentiment, elle est très contente, elle dit tout va bien, je suis ravi. Bon. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, elle revient très légèrement abîmée, mais beaucoup mieux qu'avant. Elle nous dit qu'il faudrait faire une retouche, ça ne va pas, je suis très mécontente. Bon. Alors, vous prenez vos photos, vous regardez la femme, vous dites, très bien, donc alors, toute heureuse. Vous dites, mais non madame, ne vous inquiétez pas, c'est pas si mal, regardez comment vous étiez. Naturellement, la photo est toujours un peu dure, mais alors vous avez ce phénomène extraordinaire que dans un certain nombre de cas, sans discussion possible, la patiente dit, votre photo est un feu. Et elle vous le dit, mais ça ne se discute pas, ce n'est pas, elle vous dit même pas ça agressivement, elle vous dit, mais c'est pas faux, c'est pas moi, ça c'est, je m'excuse, mais c'était pas moi. Vous voyez, ça fait un choc au début. Et dans le début de ma carrière, quand on commençait à me dire ça, moi j'éclatais, je le foutais à la porte, et je perdais mon client. Et je ne résolvais pas leur problème. Mais c'est un phénomène tout à fait normal. C'est-à-dire qu'en face d'abord de notre psychisme imprégné depuis notre jeunesse, de phénomènes inconscients, mais profonds qui sont là, constamment, qui sont en rapport avec la vie sexuelle et affective, avec cette, si vous voulez, analogie constante que l'on fait entre la vie sexuelle et le sujet assez jeune. Lorsque le sujet atteint 65 ans et qu'il est vraiment très abîmé ou qu'il vieillit beaucoup, et qu'il regarde cette photo, il dit, c'est pas possible que j'ai ce tempérament-là et que ce soit moi, donc c'est pas moi. Et puis c'est comme ça. Il se refuse, il sort de sa coque, et il est un autre. Alors il se regarde vivre, et puis cette vieille dame traverse la rue, et elle dit, mais lui, il est en dehors. Et alors, si elle est très cultivée, elle écrit des livres, elle fait de la peinture, je ne sais pas moi, ou bien elle sombre dans la dévotion, ou dans des choses comme ça, mais elle n'est plus elle-même, elle est une autre. Et c'est ça que disait Madame de la Touche, qui est tellement formidable, c'est que les transformations esthétiques qui rajeunissent les sujets, leur permettent de se retrouver sur le plan psychique. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très très importante. Et ça, c'est valable chez les esthéticiennes, je vous assure. Et je vous en donne un exemple qui est très intéressant et que je dois également à Madame de la Touche. Un jour, elle me dit, il faudrait me faire un article sur la chirurgie esthétique en général, ou sur les manteaux. Alors je lui dis, oh, j'ai un beau cas là, une fille, c'est formidable. Je lui avais reculé les dents du haut, avancé la mâchoire, abaissé la lèvre supérieure, recollé les oreilles et obliqué un peu les yeux. Bon.
On avait beaucoup travaillé, et la pauvre fille, après ces épreuves, était sur le plan technique une réussite prodigieuse. Mais sur le plan pratique, c'est une mocheté. Quand on la regardait, et moi j'avais fait des photos, évidemment quand vous regardez deux photos, c'est formidable, vous voyez cette fille, elle a une terne, un visage moche, sans aucune étincelle, c'était moche. Madame de la Touche me dit, écoutez, ce serait intéressant de faire des documents, mais écoutez, aux photos c'est minable, c'est lamentable, il faut un peu tricher, il faut arranger, c'est pas possible. Je ne peux pas montrer ça avec personne, mais c'est tellement intéressant tout de même, si les gens n'ont pas de menton, ils seront contents de voir un résultat comme ça leur rendra service. Elle dit, envoyez-moi un patient, moi je vais vous l'arranger là, je veux que vous l'habiller et vous la maquiller. J'envoie la petite, à votre beauté, et alors on amène le coiffeur, qui la coiffe, une fille lui fait un beau maquillage, on lui met des fossiles, elle était minablement habillée, on lui fournit des vêtements, très gentiment elle avait accepté de se publier, on la photographie. Je regarde là. Elle était sensationnelle. Elle était arrangée, elle avait l'œil un peu brillant parce que le spot l'avait fait un peu pleurer. Elle était bien, elle sort. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la rue. Enfin, vous savez que c'est un quartier, la rue Jean-Mermoz. Enfin. Enfin bon, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans la rue. Mais à partir de ce jour, chaque fois qu'elle venait me voir, elle était ravissante. Et avant, elle était toujours moche. Donc il suffit de bien peu de choses. Parce que la fille, c'était toujours dans le cadre freudien, c'est-à-dire des phénomènes inconscients en rapport avec la vie affective plus ou moins sexuelle. Cette fille-là, elle avait pris conscience qu'elle était vraiment une femme, que c'était possible, que c'était... Et elle était transformée et ça s'est resté. Donc, vous voyez, nous avons... Dites. Je crois, vous savez, je crois que rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Ce qui est supérieur, c'est ce qui est le plus adapté. Voilà. Mais cette histoire est quand même très instructive. Et elle m'a beaucoup appris. Parce qu'elle m'a montré que je ne devais pas lâcher ma patiente tout de suite. Je devais faire attention que si ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Oui, il fallait trouver quelque chose. Qu'est-ce que vous... Jusqu'à quelle heure? Non, le danger de ces sujets, oui, c'est dangereux. Bon. Oui, c'est vrai, les dangers. Enfin, c'est un fait, moi, ce que je disais toujours, c'est que c'est vrai, les femmes qui vieillissent, souvent, ne se reconnaissent pas elles-mêmes. Ça, c'est un fait que j'ai souvent vu. Et je crois que en matière de dermatologie esthétique, ça joue et qu'on peut beaucoup aider les gens à se retrouver. Ça, c'est certain. D'ailleurs, remarquez à ce point de vue-là, je crois que l'esthéticienne a intérêt, lorsqu'elle a arrangé quelqu'un et qu'elle l'a couché, qu'elle est dans les meilleures conditions esthétiques, avec un éclairage favorable, à ne pas craindre de tricher un petit peu, c'est-à-dire à lui montrer son visage, couché avec un éclairage par en bas, pour qu'elle se revoie un petit peu comme elle était, de façon à ce qu'elle s'encourage. Vous comprenez, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous voyez, la femme qui tous les matins, installée au-dessus de son cabinet de toilette, il y a un éclairage juste au-dessus, qui fait sortir les rides et qui fait... Qu'est-ce que vous voulez? Elle est dans les plus mauvaises conditions psychologiques. Il ne faut pas négliger ces éléments. Parce que le vieillissement objectif, c'est quelque chose, mais l'atteinte morale, c'est bien pire. Ça ne fait pas de question. Bon. Alors nous avons attaqué, je vous ai fait d'une façon schématique et pas très psychanalytique, les problèmes en rapport avec une doctrine freudienne et l'amour. En fait, la doctrine freudienne était très partielle. C'était une mentalité bourgeoise. Il est certain que... Mais ça avait le mérite, Freud avait montré la notion de choses, de phénomènes inconscients, c'est derrière notre esprit, et
qui existe indiscutablement. Alors il y a eu après un autre gars qui a fait quelque chose de très très bien et dont je crois les esthéticiennes doivent quand même lire un ou deux livres parce que de toute façon c'est toujours utile et parce que nous tous, nous utilisons un terme qu'a inventé ce gars-là, qui est Adler, qui est le terme complexe d'infériorité. C'est Adler qui a inventé le terme, et qu'est-ce que vous voulez, nous le disons tout le temps. Donc nous n'avons pas le droit de ne pas lire Adler. Nous pouvons ne pas lire Freud, parce que Freud, vous comprenez, quand on parle dans le narcissisme, l'œdipisme, l'hostilité contre le père, le désir de castration du père, ça nous mène loin et c'est pas notre secteur. Mais, par contre, lorsque nous parlons du complexe d'infériorité tout le temps, nous nous devons absolument de lire un peu Adler. Je crois que toute esthéticienne doit avoir lu Le tempérament nerveux de Adler et Le sens de la vie. Bon, ce sont des livres vraiment qui sont simples, accessibles, qui sont une pensée tout à fait élémentaire et très efficace et qui est vraiment vraie. Alors lui, il a vu la chose sous un aspect qui, à mon avis, est beaucoup plus vaste et beaucoup plus amusant. Adler a dit que les enfants, quand ils naissaient, et on remonte toujours à l'enfance, les enfants, quand ils naissaient, étaient plus ou moins doués, avaient plus ou moins de facilité. Par exemple, il y en avait qui avaient de la peine à s'alimenter parce qu'ils avaient des troubles digestifs. D'autres avaient de la peine à respirer parce qu'ils étaient enrhumés. Et qu'aux infériorités d'organes, c'est-à-dire quand nous avons un organe qui est faible, étant tout petit, le tout petit nourrisson réagit instinctivement par une lutte de compensation. C'est-à-dire, chaque fois que nous avons une faiblesse, nous luttons pour la surmonter. Et le nourrisson, le nouveau-né et l'enfant conservent cette faiblesse et conservent la lutte pour l'améliorer. Et il a étudié la question, et il a vu, et tout le monde sait, par exemple, que Beethoven était sourd, que beaucoup de musiciens sont un peu sourds, que beaucoup de manuels sont un peu maladroits. Si on fréquente un peu les hôpitaux, on sait que les chirurgiens, la majorité des chirurgiens, sont pas tellement adroits, qui travaillent comme des nègres pour arriver à devenir adroits. Parce que, à désir être chirurgien souvent, le gars qui n'est pas très adroit, parce que son rêve c'est de faire quelque chose avec adresse. S'il était adroit, ben, ça ne lui plairait pas du tout de faire preuve d'adresse, puisqu'il l'est avant de commencer. C'est comme ça qu'on a vu également, il cite les alpinistes à pied plat. Et aussi une chose qui est très intéressante, c'est les Don Juan mal bâtis. Et ils sont très fréquents. N'est-ce pas, l'intérieur, lorsque nous naissons avec une faiblesse, notre esprit qui veut la compenser, qui a peur et qui est inquiet de la vie, fait tout ce qu'il peut pour la compenser et cette faiblesse nous donne une force. En somme, au lieu de regarder uniquement la vie sexuelle, Adler a amené une notion plus générale qui était le principe qu'ont étudié les types qui ont étudié les races, la lutte pour la vie, Darwin, etc., le principe du combat pour arriver, et il a dit, nous luttons toujours dans la direction où nous sentons faibles pour surmonter cette faiblesse. Et il est certain que dans nos patients, dans les gens qui viennent nous voir, si nous enquêtons un petit peu, nous apercevons très très vite que justement, et ça vous le savez très bien, ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire ce sentiment de faiblesse qui entraîne un tel combat, domine toute leur vie. Mais généralement, il se passe sur le plan de la pensée complexe d'infériorité la même chose que sur le plan de la pensée sexuelle dont nous parlions avec Freud. C'est-à-dire que bien souvent, ces désirs de dominer les autres
nous ne les reconnaissons plus, nous les avons oubliés. C'est-à-dire, quand nous étions tout petits, par exemple, nous n'étions pas très forts sur nos jambes et nous n'avions qu'une idée, c'était de courir pour être aussi forts pour courir que les autres. Et plus tard, quand nous vieillissons, nous apercevons que nous avons la bougeotte. Mais nous n'imaginons plus que c'est une survivance de notre besoin de remuer qu'on avait enfant. On l'a oublié. Il est certain que, d'une certaine manière, on a intérêt à en avoir conscience, à le savoir un peu pour se contrôler mieux. Et sur le plan esthétique, cela se conçoit beaucoup plus facilement même que les problèmes sexuels. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que j'ai remarqué que dans les activités professionnelles, par exemple, certains défauts physiques, en développant des sentiments d'infériorité esthétique, favorisent certains états. Par exemple, il y a une chose qui est typique, c'est le nez de cuisinière. J'ai opéré dans ma carrière un certain nombre de cuisiniers, de femmes dans le métier de cuisinier. Et presque toujours, les cuisinières ont des gros nez rouges. Alors le nez volumineux, il est un peu rouge. Et ces femmes, généralement, elles picolent un peu. Elles sont toujours dans leur... ce qui ne veut pas dire que les nez rouges sont toujours picoleurs, mais si on enquête, on s'aperçoit que, quand on leur parle un peu longuement, qu'elles ont choisi le métier de cuisinière. Je parle du temps heureux d'il y a 10 ans, parce que maintenant je crois qu'il y en a plus. Mais enfin, il y a 10 ans, quand je commençais, quand on leur parlait un petit moment, on s'apercevait qu'elles avaient choisi ce métier parce qu'elles se trouvaient très laides, qu'elles se trouvaient cachées dans leur cuisine, qu'elles ne voyaient personne. D'ailleurs, elles foutaient dehors la femme de chambre, la patronne, dès qu'elles arrivaient, sinon elles menaçaient de partir. Et là, elles étaient complètement à l'abri, on ne les voyait pas, leur aspect esthétique qui les inquiétait, qui les faisait se sentir inférieurs, était sauvé par un écart de la vie, et elles restaient là, faire leur cuisine, se consolant en bouffant des autres joies qu'elles n'avaient pas. Alors, j'ai vu un jour opérer comme ça une cuisinière qui avait un gros nez rouge, et les gros nez rouges se gardaient très longtemps. Je lui ai dit, écoutez madame, ça sera très long, etc. C'est un cas très difficile, mais enfin bon, ça viendra. Je l'opère, et qu'elle disparaît. Elle disparaît complètement, je ne la vois plus. C'est extrêmement... Je dis, ça y est, sa vie est un fiasco complet, elle est allée jusqu'au bout, la petite de honte. Enfin, j'avais pas de nouvelles, et comme était cuisinière, il n'y avait pas d'adresse, j'essaie de l'écrire, j'essaie de la trouver. Et 2 ans après, je vois arriver, elle avait 50 ans, hein, elle était vêtue. Je vois arriver une dame très distinguée, avec un nez droit, un peu busqué, parce qu'il faut toujours faire le nez inverse, ce que les gens avaient, n'est-ce pas, quand beaucoup de personnes aiment avoir un petit nez en l'air, mais quand vous l'avez très en l'air, vous voulez un peu busqué, parce que c'est un phénomène de conversation. Je vois arriver une femme, très distinguée, enfin assez distinguée, et accompagnée d'un monsieur, elle me dit, je suis madame Intel qui veut opérer, je ne me rappelle pas, je regarde le dossier, je reconnais ma cuisinière. Elle me dit, venez vous voir pour vous remercier, le résultat était parfait, vous voyez, maintenant je suis marié et j'ai une fille. Non mais ça c'est intéressant sur le plan pratique, parce que je suis persuadé que elle avait fixé, parce qu'elle avait fait un phénomène qui est typique de la mentalité psychanalytique adlérienne. Au départ, je ne sais pas ce qu'elle avait comme déficit, peut-être des déficits sur le plan digestif, je ne sais pas, bon, peut-être gourmand, je ne sais pas, et puis très rapidement, un aspect physique pas très beau. Comme elle avait peur de la vie, elle a profité, parce qu'on a toujours peur de la vie, nous avons tous peur de la vie, nous avons tous peur d'avoir des ennuis, des échecs, de rater,
On se dit de prudence, attention, c'est pour ça que j'ai oublié mon dictionnaire au bachot, parce que comme ça j'avais une bonne excuse si j'étais collé. Vous voyez, c'est ça le mécanisme, c'est la même chose. Donc, on s'arrange pour se mettre dans des situations où on a une bonne excuse pour rater. Hein? Alors, comme elle avait peur de la vie, elle s'est dit, je suis trop laide pour vivre, je vais devenir cuisinière. Comme elle est trop laide pour vivre et qu'elle devient cuisinière, là elle est cuisinière, comme elle est cuisinière, elle dit je ne vois personne, je ne peux pas, j'ai une position pas assez bonne, je ne peux pas me marier, influence freudienne, je ne peux pas réussir, je suis foutu. Bon, comme j'ai mon nez. Et alors il est certain que l'habitude est bien ancrée. Mais il est certain aussi que malgré ces influences psychologiques, la modification physique a été une révolution. Elle a eu une transformation physique considérable, qui est une vraie révolution, et par chance, des circonstances favorables lui ont permis de quitter ce métier, et alors ça y était, elle était sauvée. Mais ceci est très instructif et montre qu'à l'occasion des modifications physiques que nous faisons, nous avons souvent intérêt à enquêter sur l'ambiance psychologique du sujet, savoir ce qu'il fait, comment il vit, etc. Et si on sent qu'il est dans une solution insoluble, les solutions insolubles sont caractéristiques, c'est la personne qui est malheureuse depuis toujours. Alors là, on sait que c'est insoluble. On a toujours intérêt, même en n'y connaissant rien, à leur dire qu'il faudrait faire quelque chose d'autre. Et on est toujours sûr que ça réussit. Parce que ça ne peut pas être pire. Quand les gens sont dans des solutions insolubles. Et dans l'esthéticien, il trouve des moyens de se libérer de sa carcasse dans laquelle il est enfoncé. Ceci dit, moi je crois que le problème de complexe d'infériorité est beaucoup plus important que le problème freudien pour les esthéticiens. D'abord parce qu'il est facile à comprendre, que dans les livres on comprend aisément, et que pour la femme, il est très compréhensible. Parce que la femme contemporaine est particulièrement, et comme la femme toujours, sujette au complexe d'infériorité, parce que la femme a toujours été dévalorisée. Vous voyez, moi je vois bien, parmi mes camarades d'études, j'avais des femmes étudiantes de médecine et des hommes étudiants de médecine. J'avais des frères et sœurs étudiants en médecine. Quand le frère et la sœur étudiants en médecine rentraient à la maison, le frère s'installait au bureau, travaillait. Et la sœur, on lui disait, va faire les courses, prépare la cuisine et viens me servir. Et il fallait que tous les deux soient reçus au concours, soient nommés, etc. Si vous voulez, il y a une tradition humaine telle que la femme a plus de charge, plus de responsabilité au service de l'homme, et naturellement, ça développe en elle facilement des sentiments d'infériorité, d'autant que pendant toute sa jeunesse, sa bonne mère lui a répété, tu n'es qu'une fille, tu n'as qu'à faire ça, tu es là pour te marier. Parce que quand vous dites à une fille, tu es là pour te marier, vous lui démontrez qu'elle n'est pas là pour être une femme. Vous lui démontrez qu'elle est là pour être au service d'un gars. C'est très mauvais, c'est absurde, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que le complexe freudien est très intéressant au point de vue de la psychologie de l'esthéticienne. Et si je n'insiste pas trop dessus, c'est parce qu'il ne faut pas... Je crois que le sujet est trop long, il est déjà à 4h25. Et deuxièmement, parce que je crois qu'on peut étudier la psychologie freudienne sans risque. Adlérienne, je veux dire, la psychologie d'Adler sans risque. Alors, si vous voulez, je vais maintenant parler encore d'un problème, mais très succinctement, qui est le troisième problème que vous avez posé Pascal, dans sa exemplaire, c'est le problème Dieu. N'est-ce pas? Dans notre subconscient, un fond de sexualité, un fond de complexe d'infériorité qui semble être, à mon avis, le plus intéressant à notre époque, dans les choses qu'on connaît, et le plus commode. Et puis alors, il y a un fond qui est bien au-delà de tout ça,
et qui correspond à quelque chose de tellement profond qu'on peut l'assimiler au problème de Dieu. Ce fond a été étudié sur le plan scientifique par un psychologue contemporain extrêmement fumeux et obscur, mais qui a eu le mérite de le mettre en relief, qui s'appelle Jung. Au contraire d'Adler, Jung est un auteur dont on n'arrive à rien tirer de vraiment tellement intéressant. Quand on n'est pas un spécialiste qui veut faire de l'approfondissement. Mais Jung a eu le mérite de dire, de rappeler qu'au fond, on nous avait parlé beaucoup du subconscient, des instincts qui étaient acquis parce qu'on a été mal élevé, qu'on avait eu des instincts sexuels trop refoulés ou qu'on nous avait dit tu as beau te dire reste dans ton coin. Mais Jung, lui, il a dit mais il y a autre chose, et cette autre chose, ce sont des instincts semblables aux instincts des animaux qui savent, sans qu'on leur ait rien appris, que leurs enfants, les défendre, se sauver quand un ennemi apparaît, des instincts qui conditionnent notre psychisme et qui sont en rapport avec notre race, notre ethnie et notre hérédité. Ce sont des choses incluses en eux-mêmes, et il a fait des études pour démontrer cela, grâce à l'étude des mythes au niveau des diverses civilisations, Inca, européennes, etc. Et il est évident, on se rend bien compte quand on lit ces travaux, qu'au fond de nous-mêmes ressortent des notions qui ne sont pas conscientes mais qui nous dirigent et qui sont des notions qui nous dépassent, qu'on retrouve sur toutes les civilisations, quel que soit le mode d'éducation sexuelle ou la classe sociale des sujets et leur complexe d'infériorité, ça c'est tout à fait en dehors. Et ces mythes nous commandent. À ces mythes se rattache naturellement la notion de Dieu qu'on retrouve toujours, cette espèce de recherche de l'absolu, et qui ont fait qu'autrefois on parlait et qu'on parle encore peut-être à juste titre des anges gardiens et des démons qui nous... Et c'est tout de même une notion qui est importante parce que nous ne devons pas oublier que dans la recherche d'un espèce d'absolu, même religieux, il y a une certaine aide psychologique vis-à-vis de nos patients. Moi, je crois personnellement que l'esthéticienne doit avoir l'esthéticien, et l'esthéticienne, puisque nous sommes le métier, doit avoir toujours une métaphysique. Je ne m'inquiète pas, parce que ça ne me regarde pas, de savoir si on est marxiste, si on est de religion islamique, ou catholique, ou autre. Mais il est indispensable que le patient sente, je crois moi, pour que l'esthéticienne ait vraiment une influence sur son patient et l'aide, sente qu'il a affaire à quelqu'un qui a au fond de lui-même une direction générale qui préside à l'espèce, si vous voulez, qui dépasse l'individu et les petits intérêts. Parce que notre métier est entaché d'une apparence de vanité, de superficialité, qui fait que facilement on ne suivrait pas très bien. On dirait que c'est que ce gars-là. Mais comme nous avons des armes tellement grandes pour agir sur les gens qui viennent nous voir, même par un simple masque de beauté, comme nous avons des armes tellement grandes, nous devons, vis-à-vis de nos malades, de leur donner la sensation que nous avons une métaphysique. Car même si cette métaphysique n'est pas la leur, ils disent, ce patient, cette personne qui s'occupe de moi, est quelqu'un qui a une recherche d'idéal. Il se trompe, il se bourre, c'est complètement faux, il a tort.
il le pense au patient. Mais en attendant, il se dit, elle est dirigée par un but général, donc elle va m'aider. Vous comprenez? Et je crois que ça, si on peut tirer quelque chose sur le plan de l'inconscient non acquis, c'est-à-dire de l'inconscient général sur le plan de la pensée jungienne, je crois que c'est ça qu'il faut vraiment, qui est assez important. Il faut que nos patients aient la sensation que nous avons un fond de pensée. Et pour qu'il l'ait, il faut que nous l'ayons. Ça, c'est indispensable. Parce qu'on peut, à ce point de vue-là, on ne peut pas le cacher. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment les aider d'une façon considérable. Et à ce propos, si vous voulez, à propos de cet inconscient lié à la nature humaine même, je vous fais deux petites parenthèses qui sont un peu spéciales, qui sont en rapport avec les problèmes éthiques. Les fonds des natures sont extrêmement liés à leur structure, les fonds mentaux et physiques, à leur structure raciale. Par exemple, on parlait des peaux grasses. Morin parlait des peaux grasses. Eh bien, vous verrez que Les peaux grasses sont plus ou moins de souche montagnarde. En Belgique, les vraies peaux grasses, c'est dans les Ardennes. En France, c'est dans le Massif central, c'est le fleuris merveilleux. En Russie, c'est dans le Caucase. Au contraire, quand vous êtes dans les plaines, vous avez peu de peaux. En réalité, les peaux grasses, ce sont des ethnies montagnardes. C'est-à-dire, ce sont des ethnies destinées à résister au grand froid et au grand vent, au traumatisme violent des hautes montagnes. Ces sujets à peau grasse, vous l'avez sûrement constaté, sont sur le plan psychologique particulièrement vulnérables. Et pour ça, ce sont des sujets difficiles à maquiller, anxieux, et qui font des boutons aggravés parce qu'ils sont tout le temps en train de s'en occuper, parce qu'ils sont très anxieux, vous comprenez? Eh bien, c'est lié à ce que ce sont des grands inadaptés. C'est-à-dire que leur subconscient est adapté à un mode de vie montagnard et rude, et leur vie se passe dans les villes et au chaud, bien tranquillement. Ce qui est le contraire absolument à leur nature. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse pour... Je suis persuadé que chez les sujets de ce type, par exemple, vous avez tout un élément subconscient lié à l'ethnie qui est considérable et qui brise nos efforts et dont nous devons un peu penser lorsque nous nous occupons de l'orientation générale. En tout cas, voilà, je vais résumer donc d'une façon grossière les trois éléments inconscients, les trois types de pensée inconsciente qui doivent nous venir à l'esprit. C'est un fait que, sans arrêt, lorsque nous nous occupons de nos patients, nous devons savoir qu'il y a cette intention qui est derrière. Si nous y pensons sans arrêt, nous sommes sûrs de ne pas trop leur faire de mal, et souvent de leur faire beaucoup de bien. Et surtout, nous devons faire très attention de ne pas déclencher chez eux, de ne pas nous choquer des processus psychologiques qui sont agressifs et affectifs. Il faut arriver à neutraliser ça en plaçant ça sur un plan général. Parce que c'est dans les processus affectifs qu'ils font envers nous que nous pouvons résoudre leurs problèmes, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Et c'est pour ça que, pour terminer, je vais vous lire quelques petits principes qui sont valables dans notre métier et qui sont exposés à la fin d'un livre d'Adler sur les psychiatres, les psychanalystes. Nous ne sommes pas des psychanalystes, mais ils donnent des principes très simples pour les gens qui soignent l'esprit. Or, n'oublions jamais qu'en soignant le corps, nous sommes là seulement pour aider les gens à s'en tirer. Alors, il y a des choses que je vous lis textuellement parce qu'ils sont très importants. Rapport entre conseiller et consultant, c'est le titre de ce chapitre dans lequel tu termines un petit peu. Alors, nous sommes conseillers et les autres sont consultants. Alors, nous les soignons avec nos méthodes, qui sont les méthodes esthétiques. Mais nos rapports sont analogues aux rapports que doivent avoir quelqu'un qui doit avoir une influence favorable sur les gens, puisque notre but, c'est que les gens soient contents.
Le malade s'attend à beaucoup de sentiments sociaux de la part du conseiller. C'est-à-dire que le malade tient absolument à sentir que chez nous, nous avons un sens du bien public général. Il ne faut pas que le malade croie que nous occupons que de lui. Ce serait très mauvais, ça détruit toute l'efficacité de nous. Il faut qu'il sache que les autres sont soignés comme lui, ça c'est très important. Et que notre but, c'est de l'aider. L'expérience nous ayant appris, alors c'est toujours l'auteur qui parle, l'expérience nous ayant appris qu'on ne doit pas s'attendre à beaucoup d'intérêt social de la part du malade, on n'en exigera pas beaucoup non plus. Nous ne devons pas nous attendre à une reconnaissance de la part de nos malades. Absolument pas. La reconnaissance ne joue pas. Mais par contre, le malade tient absolument que nous le soyons comme une mère. Alors, on se comporte comme une mère. S'il est content, tant mieux. Mais s'il n'est pas content, ça ne fait rien. Ça leur rendit le même service. Ça, ce sont des notions fondamentales. Il rajoute une chose sur l'introduction dans le cabinet. Madame de la Touche disait, il faut mettre une ambiance calme. Ça, c'est vrai. L'ambiance générale joue beaucoup. C'est la recherche de la mère, de la protection. La mère que vous représentez à leurs yeux, très souvent, la protectrice, l'aide, dans des situations désespérées où ils viennent nous voir, parce que, dites-vous bien, au moins 30% de vos patientes arrivent au moment où c'est désespéré. Elles reviennent peut-être après, mais au moment où elles viennent, c'est parce que ça va très mal. Le regard, alors il dit, quand on rentre, le regard, l'allure du sujet, qui vient nous voir, sa façon d'hésiter ou hésitante de se présenter, sont déjà très révélateurs de son anxiété. Si on s'est fait une règle d'indiquer une place donnée à un divan, par exemple, ou d'arrêter un horaire strict, bien des choses nous échapperont. Je crois justement, en matière d'esthétique, de soins de beauté, nous ne devons pas être trop stricts sur le temps. Nous devons penser que nous avons une action un peu psychologique, et que quand nous sentons que notre patient a vraiment besoin qu'on s'occupe un peu plus de lui, eh bien on fait un peu attendre les autres. Alors ils ont le sentiment que vraiment, on s'accroît, il ne faut pas leur dire, ah, il est 12, maintenant, après je dois prendre la patiente suivante. Ça n'a aucun prix, et les patients suivants vous en sont reconnaissants. Ils disent, ah ben ouais, c'est bien occupé. Quitte à la bâcler la fois d'après, dire, maintenant aujourd'hui vous êtes très bien. Il vaut mieux sûrement passer 15 minutes ou 20 minutes à une visite, et puis 5 à l'autre, que de dire à chaque fois, c'est 15, c'est 12 minutes, ou c'est 18, ou c'est 32. Hein? Il ne faut jamais adopter une attitude critique. Ça, c'est encore une chose très importante. L'esthéticienne est tout le temps appelée à faire de la conversation, parce qu'on parle. Bon. Il ne faut jamais adopter une attitude critique vis-à-vis des parents et des proches de celui qui vient vous consulter. Il ne faut pas désigner comme perdu, mais plutôt comme traitable un cas, même lorsqu'on n'est pas disposé à s'en charger. Je parle d'esthétique, bien que je vise à l'aise. À moins que des circonstances importantes exigent la vérité en face d'un cas absolument sans espoir. C'est le cancer. Mais donc, vous voyez, un cancer de la peau, vous n'avez pas commencé à lui dire, madame, je vous soigne. Mais, quand votre patiente a un cas intraitable, il ne faut pas lui dire que c'est intraitable. Ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Il faut s'en occuper un petit peu. Même si ça ne doit pas vous rapporter sur le plan financier, même si la situation n'est pas... Il faut faire un petit quelque chose. Parce que si vous avez de l'autorité, c'est-à-dire si vous connaissez votre métier, les gens sentent que vous le connaissez. C'est les phénomènes de votre subconscient. On dit que la transmission des idées, ça tient à la limite, je ne sais pas quoi. Les gens savent que vous le connaissez. Oui, madame, il n'y a pas d'espoir. Si vous lui dites ça, il faut la laisser se raccrocher à quelque chose. Il faut donc toujours dire, ah, on va essayer, ce que disait madame Datou, il ne faut pas trop promettre, mais il ne faut jamais plaquer. Moi, je trouve que ces règles données par Adler sont très importantes dans notre profession. Et alors là, une phrase que je vous conseille de méditer, et qui est très utile en esthétique, et dans l'esthétique chirurgicale comme médicale. Ce sera une règle stricte d'attribuer le succès du traitement et le mérite de la guérison, non pas à celui qui a été consulté, c'est-à-dire à nous, mais au malade. Je crois qu'il est fondamental en esthétique de bien faire sentir au patient qu'évidemment je lui ai fait un nez comme il lui plaisait, mais que je lui ai fait parce que j'ai tenu compte de son point de vue, de son opinion, ce qui est vrai en grande partie, pas toujours tout à fait, mais il est très important que le succès ait participé. Si vous voulez avoir une influence heureuse sur son bonheur, il faut qu'il agisse avec vous, puisque souvent, les gens qui font appel à l'esthétique sont des pathologiques de l'inaction, ce sont des sujets qui sont perdus dans la vie et qui cherchent quelque chose pour s'attraper, et comme ils ne font rien, ils vont à l'esthétique pour essayer de s'en bénir. Donc, en leur faisant participer à notre action esthétique, nous les guérissons esthétiquement, et nous les guérissons psychologiquement sans en avoir l'air. Donc, nous leur rendons les plus grands services.
encore une... Et alors, je m'excuse de... Je ne suis pas trop long. Oui. Alors je vous signe, pour terminer, je termine en vous signalant encore une dernière chose qui est toujours sur le plan psychologique fondamentale. Et que les esthéticiennes doivent bien savoir. Toujours, je cite Adler. Je dois faire encore une autre recommandation. Le médecin s'engagera vis-à-vis du malade à ne parler à personne d'autre des conversations qu'il a eues avec lui et tiendra cet engagement. Par contre, le malade sera libre de parler de tout comme il lui plaira. Et ça, c'est très important. Il ne faut absolument pas que vos patients aient la sensation que vous parlez des autres avec eux. Ça, le secret est absolu et il faut qu'il ait une sensation d'intimité telle, parce que même si nous n'avons pas une grande compétence psychologique, le seul fait de les écouter, on leur rend service. Dans le cas de l'éthique. Voilà donc les notions que je vous avais données. Je crois effectivement que l'esthéticien joue un grand rôle sur le plan du subconscient par les actions esthétiques. Et j'ai retrouvé un article de Morin dans lequel il parlait d'une part de l'inadaptation psychomorphologique, c'est-à-dire de l'inadaptation de l'esprit par rapport à la forme, et il employait deuxièmement un deuxième terme que j'ai trouvé extrêmement bien et très correspondant à notre métier, et correspondant plus à notre métier que l'embellissement, qui est le terme de psychomorphothérapie. C'est peut-être très scientifique, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Nous ne sommes vraiment de bons esthéticiens que dans la mesure où nous sommes des morphopsychothérapeutes. Et comme la vérité ne sort jamais que de la bouche des innocents et des enfants, je veux terminer cet exposé par une citation de l'être le plus innocent, le moins intelligent, le plus minable que j'ai soigné, et qui était manœuvre à haut rang, et qui était vraiment un proust. D'ailleurs, je vous montre l'écriture. Vous voyez, ça c'est une caractéristique. Je vous lirai les fautes d'orthographe. Alors, il m'écrit, au rang de 31055. Cher docteur, je m'excuse d'avoir tardé à vous écrire, etc., etc. Je vous envoie, j'ai opéré du nez, il a fait un nez pas mal, mais bon. Je vous envoie 2 photos d'identité, une de face et une autre de profileux. Vous jugerez vous-même de la grande différence du visage, avant et après. J'ai changé aussi moralement, et je commence à voir la vie sous un autre angle. Les gens que je connaissais avant, il me semblait que presque tous se moquaient de moi. J'ai été pris par un complexe immense. Déjà, il avait une certaine culture, il savait le terme de complexe. J'ai été pris d'un complexe immense. Je me suis aperçu aujourd'hui que ces gens ne se moquaient pas de moi. Et je vous promets que c'est un type sans culture. Je me suis aperçu aujourd'hui que ces gens ne se moquaient pas de moi, mais tout simplement ils souriaient tout naturellement, et cela n'a pas changé. Mais avant, je voyais les choses que sous un angle vraiment simple, car je baissais toujours la tête comme un voleur. De ce fait, je ne les voyais pas bien, et je croyais qu'ils se moquaient de moi. Je crois que cette phrase d'un sujet simple et qui pense est vraiment caractéristique de l'influence sur les phénomènes subconscients que peut avoir l'esthéticien. Je vous remercie.